Merci d'être là. C'est un plaisir à chaque fois renouvelé de voir ces conversations qu'on met en place. Je suis vraiment ravie qu'on partage cette curiosité ensemble. La question, évidemment, elle est sur toutes les lèvres et pas depuis hier, hein, au hasard à la date de l'investiture de Donald Trump, mais elle est quand même sur toutes les lèvres depuis un certain temps. Que va devenir notre capitalisme, qui est notre système en tout cas, qui est critiqué par certains comme le responsable de tous les maux, qui est aussi proposé comme la solution à tout par d'autres. Et donc on va essayer de retrouver nos petits, de déjà décrypter, de poser certaines vraies informations par rapport à des mauvaises informations, des idées reçues. Et puis on travaillera sur des pistes de solutions et chacune et chacun pourra repartir avec des réflexions qu'il pourra tester dans son entourage. Je vais commencer par une première grande question. Qu'est-ce que le capitalisme en vrai ? Je vais commencer, mais j'ai un professeur à côté de moi, donc je vais essayer de ne pas me faire buser sur la question. Alors, en fait, derrière le capitalisme, je suis sûr que si on pose la question à deux personnes, on doit avoir approximativement 5 réponses, bien entendu, toutes très différentes. Il y a beaucoup de notions qui se trouvent là derrière. Le marché, l'économie de marché, le finance, le capital par rapport au travail, la monnaie, la création de monnaie, les banques, toute une série de choses. Alors qu'en fait, historiquement, le capitalisme, c'était un moment en particulier de la croissance économique, c'était l'industrialisation, où en fait pendant tout un temps il était classique que n'importe quel ouvrier, c'était des artisans à l'époque, pouvaient s'acheter leurs propres outils eux-mêmes, c'est-à-dire un marteau ou Dieu sait quoi ils avaient besoin pour leur artisanat. Et puis à partir du moment où c'est devenu l'industrialisation, c'est devenu des grosses machines, et donc il fallait des capitaux beaucoup plus importants. Une personne, 2 personnes, voire les copains et la famille, ça ne suffisait pas. Donc il a fallu pouvoir s'associer, c'est pour ça qu'on appelle ça une société, pouvoir mettre ensemble tous les capitaux et s'entendre entre nous pour pouvoir acheter en fait ces machines qui étaient devenues plus chères et lancer l'industrialisation. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on a parlé de capitalisme. Et puis à partir de là, toutes les autres notions dont j'ai parlé se sont en fait rajoutées. Et donc si on veut parler du capitalisme, je pense qu'il va falloir aller parler de tout cela aussi. Parce que le marché, est-ce que ça marche pas, etc. Ça fait quand même partie je pense que ça fait partie du débat tel que je le comprends. On en parlera juste après. Estelle, est-ce qu'il est busé ? Est-ce qu'il a bien répondu ? Il a très bien répondu. Et j'irais peut-être juste un petit ajout. Ça a déjà commencé même légèrement avant la révolution industrielle, parce que quand on a commencé à devoir équiper des bateaux pour traverser, on a eu besoin également de séparer le travail du capital, et donc ça a commencé déjà à ce moment-là à voir que le propriétaire du bateau était différent de celui qui était le capitaine, en fait, du capitaine. Mais j'ai même... L'idée, par contre, est vraiment centrale, hein, c'est cette séparation entre la propriété et la personne qui fournit le travail. Avant, c'était la même personne, donc un travailleur, un artisan achetait son propre outil, et puis voilà. Un pêcheur avec son propre... Mais à part après, effectivement, il y a une séparation des rôles, et du coup, on a commencé à les mettre en opposition. À l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des modèles qui existent où ce n'est pas une séparation. Souvent, ce qu'on appelle des partenariats, donc les bureaux d'avocats, par exemple, c'est souvent mis ensemble. Donc, c'est considéré malgré tout que dans un secteur, l'organisation naturelle n'est pas allée jusqu'à cette séparation. Donc, les modèles existent encore, différents modèles existent encore au jour d'aujourd'hui. C'est ce que simplement je voulais rajouter. Je me demande même, j'ai lu que ça datait d'il y a encore avant, c'est-à-dire capital, cheptel, le nombre de bétail qu'on avait, c'était déjà le capital qui était à disposition, parce que c'est le nombre d'animaux qu'on a en sa possession, en fait, et qui permet d'augmenter sa force de production. Finalement, c'est aussi basique que ça, Estelle ? Oui, sauf que c'est vraiment, donc c'est la séparation, je crois que c'est vraiment parce que si c'est le fermier qui possède son cheptel, c'est pas du capitalisme, ça reste, c'est comme l'ouvrier. Pas du capital, ça. Enfin, c'est du capital, mais le capitalisme, c'est un système économique où on sépare à un moment donné le travail de la propriété du capital, et puis c'est une façon d'organiser l'économie qui a eu des gains de productivité remarquables, évidemment, parce que si on était encore aujourd'hui rien qu'avec de l'artisanat, on ne produirait pas autant que ce qu'on fait aujourd'hui. Justement, Baudouin, donc il y a des immuables, finalement des fondements qu'on ne peut, quelles que soient les remises en question, quelles que soient les tendances, on ne peut pas changer ces fondements-là. Est-ce que vous
pouvez nous les expliquer? Tout à fait. Donc, on peut remettre énormément de choses en question quand on se dit mais qu'est-ce qu'il peut avoir de mieux ou de derrière le capitalisme? Encore une fois, comme c'est beaucoup de notions, moi, mon opinion, mais à discuter, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont là et qui le resteront probablement, et qui sont venues non pas parce qu'il y a eu un dessein intelligent, que quelqu'un a décidé que c'était comme ça qu'on le ferait, c'est un peu la méthode de gestion intellectuelle, peut-être un peu parisienne française, j'espère que c'est pas ça, mais que plutôt c'est quelque chose qui est venu de matière bottom-up, de manière organique. En fait, l'économie, quelque part, moi j'aime bien la comparer à l'écologie ou à simplement l'évolution. Il y a vraiment un côté darwinien dans l'économie, et ça se passe depuis des milliers d'années. Même certaines choses depuis avant même que l'homme était homme. Les australopithèques ou quoi faisaient face à certaines choses qui étaient des réalités et qui façonnent. Et donc cette auto-organisation, c'est quelque chose qui... On peut voir que certaines choses sont apparues très tôt dans cette auto-organisation parce qu'elles ont apporté des gains énormes en termes d'efficacité. Et donc voilà, ça m'étonnerait qu'on puisse s'en départir. Qui sont? Alors oui, justement, qu'est-ce que ça peut être? Une des choses de la base, c'est que la productivité, c'est une des choses principales pour le développement économique. Très simple, même un australopithèque, le plus il pêche, ou il cueille, ou il chasse, le plus il mange et donne à ses enfants. C'est très simple. Cette réalité reste tout à fait exacte pour l'instant. Quelque part, le plus on produit, par les différents moyens de production, le plus on a de revenus et le plus on consomme. C'est d'ailleurs dans cet ordre-là que ça se passe. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste vrai. Alors comment faire pour être plus productif? Eh bien... une chose qui fonctionne très bien, c'est la spécialisation. Donc, par exemple, si vous habitez près de la pêche et que vous n'avez pas le mal de mer, vous allez peut-être devenir pêcheur. Si par contre vous habitez plutôt près des terres arables, vous allez peut-être devenir agriculteur. Et c'est beaucoup plus efficace qu'une personne se dise moi je vais pêcher, puis je vais devenir agriculteur, je vais marcher, je vais faire des allers-retours et je ne vais pas me spécialiser. C'est beaucoup plus pratique que des gens se disent moi j'habite ici, je suis bon à ça, moi j'habite là, je suis bon à ça. On va faire des échanges et en se spécialisant et en faisant des échanges entre nous, on va être beaucoup plus efficace. Et en fait, c'est là que toute la notion de commerce vient. De commerce, ça va d'abord dans le marché du village, et puis ça va le commerce au sein du pays, puis ça devient le commerce international, tant décrié par des électeurs mondialistes. Ce n'est jamais que cette même logique qu'à partir du moment où on a des avantages comparatifs, c'est la théorie de Pareto, si on l'utilise, c'est bon pour tout le monde. Donc ça, à mon avis, c'est un invariant qui en plus est inévitable parce qu'à partir du moment où on se dit que chacun a une liberté individuelle, y compris de choisir ce qu'ils veulent faire comme travail quand ils ont des opportunités, d'avoir pour eux en propriété privée le gain de leur travail, une partie taxée, donnée pour le collectif, etc., mais sur le reste d'avoir le choix d'en faire ce qu'ils veulent, inévitablement on aura des marchés. Donc c'est utile et c'est un peu inévitable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défaillances de marché, ça c'est quelque chose dont on va devoir vraiment parler. Oui. Estelle, quand j'entends cette description de l'invariable, finalement, je me demande dans quelle mesure le tenir compte du contexte, tenir compte de l'environnement dans lequel on évolue et les intérioriser finalement, puisque si moi je cherche la productivité pour moi, je ne vais pas forcément tenir compte de mon environnement, puisque moi j'ai besoin de pêcher à tout prix. Voilà. Donc, à quel moment finalement l'interaction avec le système se fait aujourd'hui dans le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'elle est faite en fait? Alors, pas entièrement, mais je crois qu'il faut aussi souligner que ce capitalisme, cette économie de marché qui s'est organisée de façon darwinienne, elle a aussi évolué dans le temps en fonction des réponses de la société et des demandes de la société. Après la grande crise de 1929 ou bien après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment vu l'expansion de l'État social, la sécurité sociale et tout ça, c'est des acquis où on a un peu changé, corrigé certains des défauts du marché. On en revient pour corriger. Là, c'était surtout les questions d'inégalité, d'une certaine façon, de s'assurer un peu de mieux répartir le bien-être entre les détenteurs de travail et les capitalistes, où ça avait été. Et je crois qu'on est à un moment où on se repose les mêmes questions. C'est pour ça que vous êtes tous là dans la salle, d'une certaine façon. Et je pense que c'est un bon moment. Enfin, on peut se dire que à chaque année, c'est tout le temps un bon moment de se reposer des questions. Mais je pense que c'est vraiment un bon moment, et au moins pour 3 raisons. La première, c'est que on avait vécu dans un monde illimité. Aujourd'hui, dans un monde limité, on a ce qu'on appelle les limites planétaires, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Notre activité économique a des impacts
pas uniquement sur notre environnement direct, mais sur toute la planète et l'équilibre planétaire. On parle des changements climatiques, on parle de biodiversité, etc. Les ressources deviennent rares aussi. On commence à aller, on va bientôt avoir des guerres pour l'eau, etc. Donc ça, c'est un des grandes choses, c'est un des une grande nouveauté, je dirais, c'est la limite. On est dans un monde limité. Le deuxième élément, je pense, qui est vraiment important aussi, c'est que on va dans un monde où le capital est de nouveau beaucoup plus important. Donc, entre le capital et le travail. Ça va ? Et donc, on va il y a vraiment des grosses questions d'inégalité qui vont devoir de nouveau être résolues aujourd'hui. On va dans un monde beaucoup plus intense en capital. On parle ici, on peut parler de AI, mais on peut parler également de transformation climatique, etc. Et le troisième point qui est également important, c'est que l'état des finances publiques est fragile, alors en particulier en Belgique, je ne vais pas le dire au commissaire du bureau du plan, mais dans beaucoup de pays. Et il faut se rendre compte qu'on arrive à un moment où on a une démographie changeante, donc on va avoir l'État va devoir aussi payer ses pensions, le nombre de catastrophes naturelles va augmenter, c'est en partie socialisé, enfin, une partie de nouveau c'est l'État qui va prendre en charge cela, et donc on arrive à un moment où on se dit que toutes ces pièces ensemble, ça ne va plus le faire. Et donc on doit vraiment se reposer les questions sur ces grands équilibres qui ont été définis à l'après-guerre, en fait. C'est vrai que si on repart d'un modèle théorique, on devrait penser que le marché est toujours efficient, techniquement. En tout cas, en théorie, le marché est supposé être efficient, puisque à partir du moment où les intérêts, chacun veille, c'est le postulat de base, chacun veille... Adam Smith. Ah voilà, exactement. Je ne voulais pas le citer parce que c'est emprunt idéologiquement, mais voilà, comme vous l'avez dit sans le dire, je me permets de le reprendre. Donc chacun donne le meilleur de soi, va chercher le meilleur de soi, et effectivement, pour reprendre l'exemple de la pêche, si moi je pêche trop, j'ai plus rien à pêcher, je suis forcée d'intérioriser au final les limites autour de moi, de mon environnement. Si je suis une entreprise et que j'ai une façon d'opérer qui est délétère, j'aurai des gens qui ne viendront plus travailler chez moi. Et donc, au final, donc, je suis obligée, d'une manière ou d'une autre, en optimisant, en voulant maximiser mon intérêt, de tenir compte de l'environnement. Donc, normalement... Si le prix reflète cet impact, voilà. Évidemment. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, notre défaillance de marché, elle est essentiellement au niveau du prix, alors. Elle n'est pas politique, ou elle est politique aussi? Alors, la défaillance de marché, alors il y a toute une série de marchés. Donc, en économie, on apprend d'abord Adam Smith et les marchés et combien ça marche bien. Oui. Vous faites ça pendant une année. Toutes les autres années, vous apprenez comment ils ne marchent pas et qu'est-ce qu'on peut faire. Et franchement, c'est ça que c'est intéressant. Donc, quand les gens disent le marché, c'est pas bien, si vous dites à un économiste, sachez que ça ne sert à rien de le persuader. Il est censé, s'il a son diplôme, c'est qu'il l'a appris. Mais c'est très bien que ça se généralise. Donc, quelque part, les défaillances sont de différentes natures, les réponses apportées sont de différentes natures, et aussi ça dépend d'un pays à l'autre, et quelquefois d'une région à l'autre. Donc il y a tout un aéropage de choses possibles. Pour revenir quand même à Adam Smith, c'est quand même bien le point de départ, mais qu'est-ce qu'il a dit spécifiquement? Il a dit, voilà, si chacun veille à son intérêt propre, l'intérêt social total, donc la sommation des intérêts individuels, est maximisée. C'est quand même une définition vachement étroite de l'optimum social. C'est simplement, on additionne. Donc là-dedans, la notion de distribution n'existe pas. On peut avoir un très pauvre et un qui est très riche. Et si ça maximise l'efficacité totale, c'est là. Mais même avant de parler de ces aspects de justice, qui sont évidemment là, que Adam Smith n'a jamais dit que ce serait juste. Donc, la question de justice est importante. Mais même avant d'arriver là, il y a des problèmes effectivement d'externalité. Il peut y avoir des cartels. Là, il peut y avoir des externalités de pollution, de ressources limitées, tragedy of the commons, donc tout ça est bien connu. Parlons quand même un peu des cartels, parce que je voulais quand même réagir sur ce que tu disais. Chaque révolution industrielle, mais certaines plus que d'autres, ont généré des surprofits à un moment donné. Et ces surprofits, quelque part, étaient bien pour pouvoir attirer les capitaux et le travail. On était plus payé, on gagnait plus dans certaines choses, c'était très bien. Mais certains de ces secteurs menaient à des oligopoles ou des cartels naturels. Et on a bien vu pendant la révolution, enfin une des révolutions industrielles aux États-Unis, où c'est toujours ce qui est pris en exemple, que la Trade Administration a cassé les monopoles des chemins de fer qui étaient énormes à l'époque, en les séparant, et a cassé de Bell, donc les téléphones Bell, pour faire tous les baby bells à gauche et à droite. Et donc, ce dont on parle trop peu souvent, et c'est ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on a aussi des économies d'échelle de la demande et des monopoles naturels qui se font par rapport aux data, par rapport aux standards. C'est bourré de ça en informatique.
Autant par le passé, les États-Unis, ils sont allés carrément fort pour casser ce genre de choses. Et derrière ça, les returns du capital sont tombés parce que c'était des returns, qu'on appelle des rentes en économie, qui étaient trop élevées, qui n'étaient pas justifiées. Et ça rétablit l'équilibre entre les gains du travail et du capital. Et donc c'est une action qui a eu lieu par le passé. Qui n'a plus lieu aujourd'hui. Et moi je me dis, tiens, c'est marrant, et quand on regarde tous les aspects de productivité, on se rend compte qu'il y a une concentration des profits dans certains secteurs et dans certaines entreprises qu'on appelle des leading firms pour être gentils, elles sont très fières, mais se pose la question de se dire, il y a quand même des petits monopoles, est-ce qu'on ne casserait pas là-dedans? Qui le fait? La Commission européenne, la Commission européenne essaye de le faire. C'est quand même un peu embêtant parce que c'est toutes des boîtes américaines. Alors l'autre question qu'on peut dire, mais les Américains l'ont bien fait par le passé, pourquoi ils ne le font pas maintenant? Alors évidemment, là c'est de la politique à dessous, donc peut-être que je me trompe, mais si on réfléchit, on se dit, à l'époque, les téléphones aux États-Unis, qui payaient trop cher? C'était les électeurs américains qui payaient trop cher leur téléphone ou qui payaient trop cher le billet de train. Et donc ça a été cassé. Ici, Google, Facebook, etc., ça a des revenus mondiaux. Donc oui, ça embête un tout petit peu les lecteurs américains, mais ça embête aussi les lecteurs chinois. Non, pardon, ils n'existent pas, mais enfin disons les Chinois, les lecteurs européens, etc., etc. Et donc l'intérêt pour les États-Unis de casser quelque chose qui leur ramène quand même beaucoup de revenus est étonnamment un peu moins enthousiaste. C'est de l'influence. On est au-delà du revenu et du capital. C'est peut-être une autre forme de capital finalement, l'influence aujourd'hui. Hein. Voilà. En tout cas, une source de concentration de pouvoir et de pouvoir de marché donc, exagéré. Voilà. Et alors, donc ça, c'était pour les différences de marché, il y en a plein. En ce qui concerne la pollution, c'est un peu le tragedy of the commons sur les free riders, il y a différents noms, mais effectivement, vous polluez, le coût de la pollution, il est clair, mais il est supporté par toute la planète, alors que vous ne le supportez pas. Et donc ça s'appelle une externalité négative. Il peut y avoir aussi des externalités positives. La recherche et le développement, c'est une externalité positive. C'est pour ça qu'on paye, on subsidie les chercheurs, parce qu'on sait que la recherche, à terme, va bénéficier de tout le monde. Donc là, on fait un subside. L'externalité négative, normalement, c'est des pollueurs-payeurs qui n'est tout simplement pas encore vraiment mis en œuvre. Alors, donc ça, c'est pour les différences de marché. Je vais quand même terminer sur la justice. Désolé si je monopolise un peu. Adam Smith n'a jamais dit que c'était juste. Et alors, moi, personnellement, je vois trois types d'injustices, entre guillemets. Il y a l'inégalité dont tu as parlé. Donc c'est simplement, ils gagnent plus que moi, etc., alors qu'on a besoin tous de vivre et de donner à manger à nos enfants. Donc il y a quelque chose qui interpelle, on va dire. Il y a une autre inégalité qui est plutôt liée à la méritocratie. Bah oui, je gagne plus parce que j'ai travaillé plus. Et c'est pas juste si moi je travaille plus et lui il travaille moins. Donc c'est une autre notion de justice. Il y a une troisième notion de justice qui est, vous m'avez promis et là vous ne délivrez pas. Vous changez les règles du jeu, par exemple sur les pensions, au moment où. Et donc moi j'ai commencé ma carrière en pensant que, et pour finir, vous changez les règles du jeu. Donc ces trois notions de justice, Adam Smith n'en dit strictement rien du tout. Et voilà, c'est à la société, au débat politique dans lequel nous, en tant qu'académiques, on ne peut pas intervenir, à faire ces arbitrages. J'ai une question justement sur le choix politique de l'inégalité, mais d'abord, je voudrais compléter avec vous, Estelle, la notion des failles ou défaillances du marché, ou en tout cas de son côté perfectible. Donc vous dites, en fait, je pourrais naturellement intérioriser les externalités négatives de mon activité si le prix était juste. Le prix aujourd'hui n'est pas juste. Vous travaillez sur ces questions, notamment à Solvay, sur la modélisation des marchés, si je peux le dire de cette manière un peu vulgaire, on va dire. Donc le marché ne fonctionne pas parce qu'il n'est pas optimisé, les prix ne sont pas justes, le prix de la pollution n'est pas juste, le prix aussi de l'externalité sociale n'est pas juste. Ça, c'est un débat très compliqué, parce qu'on pourrait évidemment mettre un prix sur le carbone, par exemple, pour parler concrètement du climat. On pourrait le mettre à 500, 600 euros la tonne, ça vous ferait un plein d'essence beaucoup plus élevé, une facture d'électricité et de chauffage beaucoup plus élevée. Et on sent tout de suite, non seulement, d'habitude, personne n'aime bien payer des taxes, de toute façon, mais en plus, généralement, donc ce qui génère du carbone, c'est essentiellement des combustibles fossiles qui sont utilisés pour le chauffage et des déplacements. Et ça, c'est une grosse partie, en proportion, plus grosse partie du budget des ménages les plus pauvres. Et donc là, on arrive tout de suite, on retourne aux questions d'inégalité. Si on mettait un prix du carbone, non seulement ce ne serait pas très populaire et donc le politicien ne serait pas réélu, c'est le premier problème. Et deuxième, en termes d'égalité ou d'équité, il y aurait aussi un souci. Et donc il faut vraiment réfléchir à... Maintenant qu'on est dans un système où on a développé les infrastructures qu'on a avec un prix qui était trop bas,
Comment est-ce qu'on fait pour corriger? Oui, parce que ce prix de 500, 600, je l'entends depuis quelques années, c'est le coût des externalités directes et indirectes. Est-ce qu'on peut juste en parler un tout petit peu pour voir un peu ce qu'il y a derrière ce prix de carbone, juste pour l'information ici? Oui, alors donc, grosso modo. Hein. C'est effectivement des modèles assez complexes, mais donc déjà le carbone, il faut savoir qu'une tonne de carbone, enfin du carbone qui est émis dans l'atmosphère, il est inerte. En fait, le CO2 est inerte dans l'atmosphère, il reste pendant très longtemps, il impacte des générations entières. Okay, il impacte aussi globalement. Une tonne, qu'elle soit émise en Belgique ou en Chine, c'est exactement la même chose. Et donc les modèles que les climatologues font maintenant des impacts des changements climatiques et des estimations de toutes les catastrophes naturelles, donc il y en a plusieurs. Hein. Donc il y a les inondations et les ouragans, etc. Donc là, vraiment les phénomènes climatiques, mais il y a aussi plus de sécheresse et donc ça a un impact sur l'agriculture. Enfin, on fait la somme de tout ça pour mettre un coût sur ce carbone. Donc on est à 500-600, mais ils sont payés de toute façon. Ce coût-là, on le paye. C'est comme les externalités sociales, on les paye vous aussi. Et moi, on ne le paye pas aujourd'hui. C'est les générations futures, c'est les gens dans d'autres pays. C'est un peu réparti partout. C'est justement ça le problème. Si nous, on le payait, on ferait beaucoup plus attention. Justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous parliez du fait de casser un peu les cartels ou pas. Et ça m'a amené l'idée de décrypter un peu des idées reçues qu'on a autour du capitalisme et des notions qu'on confond probablement. Déjà, à vous entendre, je me demandais si libéralisme et capitalisme, c'était vraiment la même chose, parce qu'on aime bien les confondre. On a bien aussi rajouté néolibéralisme, ultra-libéralisme. C'est des idées reçues, ça se ressemble. Qu'est-ce que c'est? Excellente question. Donc ça, c'était plus de la philosophie politique et de l'idéologie que des choses qu'on apprend vraiment dans les classes à l'université d'économie. Je crois que dans la notion de libéralisme, il y a cette notion de dire, c'est toujours cette notion d'Adam Smith, chacun fait et veille pour lui-même à une liberté et à lui d'être responsable de sa propre liberté, et du coup, cette efficacité à l'Adam Smith va fonctionner. Alors, le néolibéralisme, c'est plutôt d'y revenir très très fort dans une forme extrême, sachant qu'en fait, dans tout le débat économique, en fait, on sait très bien que comme il y a des défaillances de marché, plus des problèmes de justice, d'équité, on est d'office dans un système mixte, dans un système où l'espace de liberté existe, mais relativement contraint, et ces contraintes sont faites justement pour obtenir ces objectifs collectifs débattus. Donc, je pense que le libéralisme, c'est vraiment cette notion de retourner à cet espace là-bas, et honnêtement, on peut en discuter dans différents contextes. C'est vrai qu'une chose que j'aime bien rappeler aux gens, c'est un peu une différence qu'on fait surtout avec les États-Unis et l'Europe. Donc moi j'ai grandi, tout le monde disait mais les États-Unis c'est le libéralisme fou, sauvage, voire néolibéralisme, sachant pas très très bien c'était quoi la différence encore une fois. Et quelque part au contraire on est beaucoup plus social, avec une sécurité sociale en Europe, donc c'est quand même tout à fait différent comme système. Alors qu'en fait, je crois que les États-Unis, en tout cas pendant tout un temps, avaient un système fiscal qui en fait était assez différent. Une chose qui se passait là-bas, c'est que vous étiez, alors ça va devenir sensible politiquement, je m'en rends compte, donc j'essaie de dire les faits tels qu'ils le sont. J'ai vécu aux États-Unis aussi d'ailleurs, donc quand je travaillais aux États-Unis, à New York, je faisais vachement attention à tout déclarer, parce que quoi que ce soit qui n'est pas déclaré, les revenus sont globalisés. Donc, les revenus sont globalisés, travail, capital, même chose, tout doit être déclaré, taxé de la même manière, en tout cas à l'époque, même si c'est une plus-value, pas de question à ce niveau-là. Et vous avez vachement intérêt à déclarer. Si vous ne déclarez pas, c'est en taule. Je vous rappelle qu'Al Capone, il est tombé pour fraude fiscale. Et il s'est retrouvé, donc, pendant des années, il est mort en taule à cause de ça. Donc c'est quelque chose qui est pris très, très au sérieux. L'autre système aussi qu'ils avaient aux États-Unis, c'était de dire, mais en fait, les droits de succession, à l'époque, ça a changé par après pour une série de raisons, sont très élevés. Tout le monde repart à zéro. Le rêve américain, c'est, si vous maniez un peu l'océan, ça va plutôt mieux se passer pour vous. Et donc, c'est un incitant énorme. Et donc, c'est un peu cette logique qui est là. Est-ce que c'est social ou pas social? Écoutez, ici, je me rends compte qu'en Belgique, voilà, les revenus du capital sont taxés moindres à condition qu'il s'agit de revenus récurrents parce que les plus-values ne le sont pas, etc., etc. Donc, est-ce que vraiment les étiquettes qu'on colle sont vraiment tout à fait correctes? À un moment donné, il faut regarder vraiment à ce qui se passe et aux systèmes précis tels qu'ils le sont.
quand même une différence entre libéralisme et capitalisme. Alors, donc, deux choses. J'avais envie de rebondir sur ce qui venait juste d'être dit, mais donc, le libéralisme, c'est aussi une philosophie politique, c'est beaucoup plus large. Un capitalisme, c'est vraiment économique à ce niveau-là. Mais donc, pour revenir sur la taxation, la fiscalité aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que il faut à chaque fois trouver dans tout système quelque chose qui rend le système stable et équilibré. J'avais mentionné tout à l'heure que moi, ce qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus, on est une économie de plus en plus intense en capital et que les revenus du capital augmentent par rapport aux revenus du travail. S'il n'y a pas une fiscalité qui en tient compte, en fait, on augmente les inégalités. Et donc, par exemple, en Belgique, on devrait vraiment... Je proposerais qu'on fasse beaucoup plus un tax shift. Il y a vraiment de la place pour un tax shift. Taxer moins le travail, taxer beaucoup plus beaucoup plus. On s'entend, hein, c'est un tax shift. L'idée n'est pas de monter le niveau total, mais de répartir la charge fiscale pour que ce soit plus stable, je dirais, et créer moins de tensions qu'elles sont en train d'émerger. Les États-Unis l'ont fait. Et je crois que c'est plus facile. Effectivement, oui, pardon. Deux petites réactions par rapport à cela. Est-ce qu'il est inexorable qu'il y a une concentration des moyens financiers au niveau du capital de génération en génération? C'était la thèse de Piketty. Personnellement, j'y crois pas et je pense que ça a été critiqué par toute une série de personnes. Notons quand même que les taux d'intérêt sont bas et quelquefois, pendant tout un certain temps, les taux d'intérêt réels étaient négatifs, c'est-à-dire qu'ils étaient plus bas que l'inflation. Donc ça voulait dire que pour les détenteurs de capital, c'était littéralement une perte. Donc c'est pas aussi évident. Et puis à très long terme, c'est tout simplement pas possible. Mais donc c'est pas une question de simplement de détention de capital. Enfin, c'est pas une question intergénérationnelle. Ma question, moi, c'est plutôt intragénérationnelle. Au sein d'une société aujourd'hui, il y a des détenteurs plus de capital et il y en a d'autres qui ont juste leurs 24 heures de travail à fournir. Et si on veut garder les inégalités à un niveau correct, enfin en tout cas acceptable pour la société, c'est des choix de société tout ça. Hein. Il faut, étant donné la façon dont l'économie se structure, les changements technologiques qui ont lieu, il va falloir réfléchir à une restructuration de la fiscalité, me semble-t-il, pour que ce soit... En tout cas, en termes d'efficacité économique, c'est la deuxième chose. Ce tax shift, l'OCDE, le FMI, la Commission européenne l'ont recommandé pour la Belgique depuis longtemps. Et d'ailleurs, on parle de travail capital, mais en fait, il y a aussi taxation, fiscalité environnementale. Hein. Donc le tax shift, il est aussi à ce niveau-là qui se passe. Il y a deux éléments par rapport à ce que vous dites. D'abord, effectivement, c'est vrai que le capital, moi, des statistiques que j'ai, il est quand même fort taxé en Belgique par rapport à la moyenne de l'OCDE. Je crois que c'est le 3e pays. Maintenant, effectivement, il y a des fortes inégalités dans la façon dont le capital est taxé. Et quand vous dites les inégalités, moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que finalement, avoir une politique qui vise à réduire les inégalités, c'est un choix politique orienté? Ce n'est pas une nécessité, entre guillemets. C'est un choix politique. Il y a des pays qui ne font pas le choix d'avoir des politiques publiques orientées vers la réduction des inégalités. Souvent, on utilise d'ailleurs l'indice de Gini en disant « Ah, c'est super, on a bien fait en Belgique, l'indice de Gini est bas, il y a peu d'inégalités. » Et finalement, c'est une façon finalement peut-être de compenser les effets d'un capitalisme méchant, hein, tel qu'on aime le représenter. Quelle est votre analyse sur le sujet? Je vais peut-être tenter quelque chose, c'est une histoire. Donc un jour, je me suis retrouvé à être facilitateur d'un débat. C'est pour le Global Economic Symposium, une sorte de Davos pour les économistes. Donc c'est la version beaucoup moins glamour et beaucoup plus geek de Davos. Et je devais animer un débat où il y avait, j'ai oublié son nom maintenant, mais un des prix Nobel les plus connus et considérés comme les beaucoup plus à gauche. J'ai oublié son nom, ça me revient. Stiglitz, merci beaucoup, voilà. Et puis l'autre personne, enfin il y avait plusieurs autres personnes, mais les deux grosses personnalités qui surnageaient un peu, c'était le chief économiste de George Bush Jr., Ed Lazier de Stanford. Et c'était sur l'impact sur la distribution des revenus de la politique monétaire. Alors c'était un breakout, je vous jure qu'il y avait plus de monde que pour les plénières. Donc c'était blindé parce que tout le monde était là pour voir Stiglitz et Lazier se chiffonner un tout petit peu les uns les autres. Et ils ont eu toute une discussion et quelquefois ils se disaient « Ah mais je suis d'accord avec vous ». Brouhaha dans la discussion, et c'est arrivé plusieurs fois. À la troisième fois, ils ont dit, vous savez, en tant qu'économiste, on est relativement suffisamment d'accord sur plein de choses. Une des choses sur laquelle ils étaient d'accord, c'était quelle est la définition de qu'est-ce que ça devrait être que, entre guillemets, une forme de progrès social d'après eux.
effectivement l'égalité totale, ils disent ne crée pas les incitants nécessaires, parce que l'économie c'est vraiment une question de donner les incitants pour que les comportements changent, c'est extrêmement important dans l'économie. En même temps, les inégalités, c'est pas génial, parce qu'en tout cas en bas de l'échelle, il y a une vraie réalité sociale qui est pas top, et tous les deux étaient d'accord pour dire que ce qu'on devrait faire, c'est faire des politiques qui augmentent dans le temps le niveau des plus vulnérables. C'était leur définition. Ce n'est pas la même chose, en effet, que de viser l'égalité. Ce n'est pas la même chose que viser l'égalité. Bon, si eux ils le disent et qu'ils sont d'accord, vous savez, moi... Mais c'est pour ça que je me permets de questionner cela, parce que c'est posé dans nos pays, justement, welfare, tourner vers le bien-être, le progrès social, comme une fin en soi. Est-ce que ce n'est pas un indicateur de quelque chose, mais ce n'est pas une fin en soi? Est-ce que finalement, c'est vraiment la paix sociale? C'est un moyen, je crois que c'est vraiment c'est un moyen, donc on mesure le bien-être d'une société. Généralement, plus une société est inégale, moins les gens... il y a plus de criminalité, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont importantes, qui sont liées à des trop grandes inégalités. Et donc, je crois que c'est un indicateur intéressant auquel arriver. Maintenant, de nouveau, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où la structure de l'économie change, et donc on doit se reposer ces choix-là, ce qui est acceptable pour nos sociétés, pour notre vivre ensemble, parce que je crois que c'est comme ça qui est important à la fin. Un petit truc avant toujours sur l'inégalité, avant que vous embrayiez sur un sujet suivant. D'abord, cet indice de Gini, pas facile à le mesurer parce que ça suppose qu'on ait une vue sur tous les revenus, y compris les revenus du capital. Ça, en Belgique, on les a quand même. Hein. Non, parce que déjà les plus-values. Alors on les a pas globalisés, mais on a quand même. Je veux dire que l'administration ne sait pas ce qu'on gagne. Ce qu'on gagne, oui, mais les revenus du capital, pas le revenu du capital, ils ne sont pas taxés ou seulement certaines choses, et que le précompte est libératoire, en fait, ça n'est pas comptabilisé. Il n'y a pas de cadastre. Il n'y a pas de cadastre, mais il y a quand même facilement moyen pour l'administration de savoir ce qu'on rentre comme argent ou pas. Non? Écoutez, je sais que les meilleurs spspécialistes du bureau du plan disent c'est pas possible et on n'a pas ça. Donc, prenons juste un exemple. C'est aussi évident que ça. Donc voilà. Pardon ma naïveté, mais il me paraissait que. Ben voilà, ça c'est la réalité. Donc, alors la deuxième chose, c'est qu'un des drivers importants de l'inégalité d'une personne à l'autre, c'est votre âge. On commence la carrière en général jeune avec peu d'expérience, on ne gagne pas grand-chose, et puis petit à petit, on augmente en revenus. Et un des grands facteurs, c'est cela, de cette inégalité. Donc, et là, c'est un débat. Est-ce qu'on devrait gagner la même chose qu'on commence qu'à la fin? Moi, personnellement, ça c'est un avis vraiment personnel et à chacun faire sa propre idée. Je trouve ça sympa de me mettre dans une dynamique positive dans la vie en disant, voilà, aujourd'hui j'ai ceci, mais demain si je fais ça, j'aurai cela. Ça me donne un élan dans ma vie, je désire des choses, je construis. Et quelque part, c'est une dynamique qui n'est pas trop mauvaise. Et donc, de réfléchir à l'égalité dans une dynamique plutôt que d'une comparaison statique à un moment donné, ce qui était un peu ce que faisait Stiglitz et Lazire, je trouve que c'est pas mal comme idée. Et ça amène aussi une mesure qu'on utilise peu en Belgique, plus en Europe, c'est l'évolution intergénérationnelle. Donc, dans quelle mesure, effectivement, les personnes qui naissent ont les mêmes chances que d'autres, et donc cette notion de rêve américain, mais on ne pourrait pas aussi l'avoir en Europe. Et ça, ce sont des meilleurs débats. Et justement, avant de passer au sujet suivant, je lisais qu'en Belgique, on avait une notion qui commençait à poindre, qui était celle de sticky floors. C'était en fait les classes sociales inférieures qui avaient beaucoup de mal à changer justement, leurs enfants avaient beaucoup de mal à changer de classe sociale. Et donc, voilà, on reste collé au sol. Pourtant, quand on entend tout ce qu'on est supposé mettre en place pour la réduction des inégalités, on peut se poser la question, c'est la faute du capitalisme, ça aussi? Alors, moi, je pense qu'il y a notre système d'enseignement a un grand rôle là-dedans. Alors, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je me rappelle que les études PISA, qui sont des études de l'OCDE, qui comparent la performance des étudiants, des élèves de 15 ans sur différentes matières, mathématiques, français, etc. Et qu'on compare tous les pays de l'OCDE, on compare l'écart entre les 10% des meilleurs et les 10% des moins bons, il est particulièrement élevé en Belgique. Et il est surtout fort corrélé avec le niveau socio-économique de base et des parents, de mémoire. Et alors ça, c'est peut-être pas exactement les derniers chiffres, je vous avais sans doute peut-être les derniers chiffres, mais on est
on a de très mauvais élèves, et je crois que la Hongrie est au-dessus de nous. On est peut-être 2e ou 3e, plus corrélés. Donc ça, c'est un grand enjeu en termes d'égalité des chances, d'égalité des opportunités. Donc c'est pas des égalités du résultat, mais c'est de pouvoir donner à tout le monde sa chance d'aller là-dedans. Et ça, c'est pas le capitalisme, c'est un système d'enseignement, ça. Donc on va arriver au cœur du sujet. Donc à partir du moment où on a posé toutes nos bases et qu'on sait de quoi on parle et quelles sont vraiment les variables sur lesquelles on peut agir ou pas, ce qui était la première partie de cette conversation. Maintenant, je voudrais vous amener dans des pistes de solutions, en tout cas sur lesquelles vous avez travaillé ou vous travaillez. Il y a une question qui revient beaucoup et qui m'interpelle, c'est la critique du PIB comme outil de gestion des politiques publiques. Et comme c'est un indicateur, mais ça devient un objectif en tant que tel, et du coup, tous les indicateurs alternatifs, entre guillemets dits alternatifs, alors ce sont des indicateurs, on va dire, complémentaires, qui permettent de nuancer un certain nombre de choses et de voir où on en est vraiment en termes de progrès tout court. Et deux points avant de vous donner la parole. Un, je me suis rendu compte qu'il y avait dans d'autres pays des recherches qui sont faites pour travailler sur d'autres indicateurs, mais aussi sur des choses qui ont essentiellement une composante culturelle chez nous. Par exemple, la productivité, par exemple, la sécurité. Ce sont des choses qui sont très, on va dire, occidentales, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas ça qui sera mis en avant. Ça va être, par exemple, le tissu familial, la solidarité, le sentiment de solitude ou non. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas mesurées. Et la deuxième chose, une spécificité belge, c'est que donc la Banque nationale sort son analyse du produit intérieur brut, mais c'est le bureau du plan, et c'est le bureau du plan qui sort son rapport avec tous les indicateurs développement durable et qui sont publiés après le PIB. Pourtant, on critique le PIB, vous fournissez des indicateurs qui mesurent un certain nombre de choses, donc la solution est là. Donc pourquoi on critique le PIB alors ? Alors, le PIB fait partie de tout un arsenal de mesures qu'on peut utiliser pour diagnostiquer l'état du patient. Moi, quand je vais chez le docteur, il prend mon pouls, il prend ma température, il me sort 2 chiffres pour ma tension que je ne comprends jamais, et il fait plein d'autres analyses supplémentaires si nécessaire. Ce n'est pas différent quand on analyse une économie, que ce soit au niveau micro ou macro, on a besoin de beaucoup d'indicateurs pour voir ce qui se passe. Alors oui, la tension probablement est importante chez le médecin, et le PIB est important, mais il y a plein d'autres choses qui sont aussi hyper importantes. Et donc, effectivement, c'est important de pouvoir parler d'autres choses. Et alors, ce débat, effectivement, a eu lieu depuis bien longtemps en Belgique. Il a eu lieu en Europe, Beyond GDP. Et puis, pour finir, c'est remonté dans tous les pays pour arriver jusqu'aux Nations Unies, où on s'est mis d'accord sur ce qu'ensuite est vraiment devenu le standard. Ce sont les objectifs de développement durable et les indicateurs de développement durable, qui contiennent 17 objectifs. Et là-dedans, il y a toute une série d'indicateurs, mais c'est facile de dire qu'il y a les aspects purement économiques d'efficacité, il y a les aspects travail, il y a les aspects sociaux, inégalité, justice, il y a les aspects environnementaux et climatiques. Et la santé, oui, tout à fait, la santé et l'enseignement, donc toute une série d'autres choses. Et ça fait quand même l'objet d'un consensus global aux Nations Unies. Et donc, effectivement, c'est le bureau du plan qui est en charge de suivre tous ces indicateurs et d'en parler. Le prochain rapport sort dans quelques semaines, il sort 2 fois par an d'ailleurs. Honnêtement, ça fait partie des choses qui changent peu d'année en année. Donc, ce sont des évolutions qui sont assez lentes. Donc voilà, ceci dit, la façon dont moi j'y réfléchis, ça ne veut pas dire que le PIB n'est quand même pas important. Moi, j'ai envie de dire, mais voilà, moi, en tant que, entre guillemets, père de famille, j'essaye de veiller à des choses qui sont importantes pour moi. C'est effectivement la santé, l'enseignement, mes enfants, de temps en temps partir en vacances, faire une série de choses. Je, entre guillemets, dépense mon budget de la manière qui me semble être la mieux pour mon unité familiale, on va dire. Et pour les besoins collectifs, je paye évidemment à l'État qui va veiller aux besoins collectifs mes impôts. Et donc, tous ces objectifs sont la première chose que je vise. Mais mon budget, c'est mon revenu. Si on fait la somme de tous les revenus de toutes les personnes en Belgique, plus les revenus qui vont à l'État, c'est le PIB. Donc en fait, le PIB, c'est en fait votre budget. C'est le budget qu'on a pour pouvoir faire face à nos besoins privés et nos besoins collectifs via la communauté, les impôts, etc. C'est notre budget qui nous permet d'atteindre tous ces objectifs qui sont utiles. Et quand je regarde un gouvernement où il y a un ministre du budget et, mettons, de la finance ensemble, n'est-ce pas, monsieur, qui travaille au budget, mais il y a toute une série de ministres, de l'enseignement, de la santé, etc. etc. Donc pour moi, ce n'est pas que le reste n'existait pas. Peut-être qu'on en parlait effectivement moins et que c'est très utile d'avoir ce rapport qui dit attention, la vie, c'est quand même autre chose que
Enfin oui, le budget est important, mais ce n'est pas le but, c'est le moyen. Mais donc on critique un PIB, sachant qu'il existe des indicateurs qui nuancent en fait ça. Donc, moi, je vous avoue, quand j'entends tout ça, je me dis, mais alors pourquoi on critique le PIB puisqu'il y a autre chose qui est modélisé, Estelle? Effectivement, on lui fait dire ce qu'il n'est pas fait pour dire, hein, parce que c'est un des indicateurs. Je voulais juste, je trouve que l'analogie avec c'est mon budget, le PIB, et puis pour atteindre d'autres objectifs, est une très très bonne analogie. Baudouin a aussi mentionné le fait que les indicateurs de développement durable ne bougent pas beaucoup. Et c'est aussi vrai. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le PIB, le revenu, le budget, c'est un flux. Et les autres, c'est un stock. C'est l'état de votre santé, etc. Et donc, généralement, un flux, ça bouge beaucoup plus qu'un stock. Et donc, c'est aussi pour ça que, du coup, c'est même très compliqué. D'abord, je pense que l'État, les administrations publiques ont un rôle moteur pour mettre en œuvre ces indicateurs s'ils veulent vraiment qu'à un moment donné, les entreprises et d'autres les utilisent, de montrer leur actionnabilité. Ça, c'est une première chose. Et je crois sous le gouvernement précédent, il y a eu quelques efforts dans cette direction-là. Par ailleurs, je crois que c'est aussi très compliqué de mettre en place des mesures et d'avoir un impact sur un stock, parce que le stock ne bouge pas beaucoup. Et donc, il y a ce lien qui est compliqué à faire en termes de réflexion par rapport aux mesures à prendre et mesurer leur impact. Je me pose une question aussi. Est-ce que la mesure de l'économie n'a pas quand même évolué beaucoup en plus d'un siècle? J'ai écouté une fois un podcast qui disait que dans le temps, l'économie domestique était davantage mesurée. Et d'ailleurs, c'était un temps, il y avait la moitié de femmes qui étaient économistes par rapport à aujourd'hui. Vous êtes combien à l'ULB? Voilà. Beaucoup. Et donc, l'économie domestique était mesurée et un certain nombre de transactions et de flux étaient mesurés aussi. Or, aujourd'hui, on a la sensation qu'on peut-être... L'une des évolutions possibles du capitalisme ne serait pas de tenir compte de tous les flux qui créent de l'activité, qui créent de la plus-value, pas forcément monétaire, mais en tout cas qui en créent, parce que ce sont les rouages. Ça peut être une piste aujourd'hui. Clairement, alors même dans cette notion de PIB, c'est le revenu qui vous permet d'être utile, mais malgré tout, même si on dit ça ne sert qu'à ça, il y a quand même, le thermomètre est quand même pas top, quoi. Il y a quand même des choses qui manquent. Donc effectivement, l'activité domestique ou non rémunérée qui ne fait pas l'objet de transactions, toute cette production qui est vachement utile quand on s'occupe des enfants, voilà, ça n'est pas mesuré. Et effectivement, il y a des économistes qui tentent de le faire. Alors il n'y a pas une base statistique pour pouvoir en rendre compte, mais quelque part, ça pourrait être une évolution statistique qu'on pourrait souhaiter, ce serait complètement logique. Il y a une autre limitation plus compliquée à noter du PIB, c'est que le PIB, c'est entre guillemets au prix de marché. Donc la valeur d'une chose est déterminée par le prix de marché. Or, nous savons très bien, quand on a étudié notre microéconomique, c'est le coût marginal de l'offre et de la demande qui détermine le prix de marché et qu'il y a certaines choses qui s'appellent le surplus du consommateur et le surplus du producteur, qui en fait est censé mesurer l'utilité. Et l'utilité, c'est quand même très différent. Alors bon, par exemple, l'eau, ce verre d'eau que vous venez de boire, je suis sûr que ça n'a pas été très cher et que si c'était de l'eau du robinet, c'était probablement pas très cher. Mais l'eau, on en a beaucoup. Imaginez-vous un monde où on a vachement moins d'eau. On ne sait pas peut-être boire à sa soif, on ne sait pas se laver. Là, tout à coup, le prix de l'eau va exploser. Donc, c'est-à-dire que quand l'offre est faite par rapport à la demande, c'est beaucoup plus cher. Et c'est ça qu'en fait, c'est cette utilité, c'est ce qui correspond en intégrale au surplus du consommateur qui n'est pas mesuré. Or, c'est extrêmement important aussi. Donc ça, c'est une autre faille. Bon, désolé, c'est un peu technique, mais clairement du thermomètre qui a ses limites. Donc, si je reprends votre analogie, on va tester si je l'ai bien comprise. Si demain, les femmes ou les parents décident de plus s'occuper de leurs enfants parce que ça ne rapporte pas d'argent, est-ce que finalement, on pourrait avoir une tension sur l'offre et la demande qui fait qu'on va revaloriser cette activité? Je pousse le raisonnement jusqu'à l'absurde. Hein. Ou non, s'ils vont engager des babysitters, ça va en fait augmenter le PIB. Si ces babysitters sont déclarés. Donc, qu'elles ont des filles. Donc, je crois qu'il faut faire attention. On a un thermomètre qui a des avantages et des inconvénients. Je crois que Baudouin les a bien tous expliqués. Si on veut réfléchir à la gouvernance économique, le thermomètre, c'est pas de la gouvernance. Donc, c'est ce qui nous mesure. On a toujours besoin d'informations et de données. On a besoin d'un diagnostic, mais après, il faut réfléchir au fonctionnement de l'économie. Ça, c'est la gouvernance économique. Donc, c'est les règles de jeu que les États mettent en place
dans lesquelles les entreprises et chacun d'entre nous fonctionne. Puis c'est la gouvernance d'entreprise aussi, qui peut être aussi, qui est déjà même remise également en question aujourd'hui. Donc ça c'est quand même, il faut distinguer le thermomètre du système de l'état de santé. Alors si on revient justement à l'état de santé, la gouvernance économique demande, et donc du coup politique, hein, c'est essentiellement politique, demande visiblement de changer alors elle demande de modifier des paramètres, de changer d'état d'esprit. Quelle est votre recommandation ou votre analyse dans la question? Donc si je reprends les quelques grands points, les éléments du diagnostic que j'avais pointés, donc la partie environnementale, hein, le monde limité, les parties des tensions capital-travail. Donc là, je pense qu'il y a, au niveau gouvernance économique, il faut effectivement rééquilibrer, réaligner les incitants des entreprises, des personnes dans le système économique avec les limites planétaires d'un côté, et essayer de les aligner également pour faire que ce soit stable et durable, parce que, donc, je rappelle, les finances publiques ne sont pas dans un bon état, sont fragiles. Par ailleurs, une concurrence internationale pour le capital, hein, ça on le sait bien. Et donc c'est par exemple une des choses au niveau fiscalité également. Si je vais parler de fiscalité, puis je vais parler du Green Deal. En termes de fiscalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'initiative qui est de la minimum corporate tax, hein, taxation de 15% au niveau global. Et ça permet aux États de garder suffisamment de ressources financières d'une certaine façon, parce que sinon les entreprises ont beau jeu de faire bouger leur profit via des transferts de prix internes et faire que les États n'ont du coup soit diminué la taxation sur le capital parce qu'elles veulent garder les entreprises, hein. Bon, l'Irlande jouait bien ce jeu-là, ou perdre tous ces revenus-là et donc plus les moyens, et donc sont condamnés à taxer le travail du coup. Donc ça c'est quand même un effort multilatéral assez impressionnant. Je pense pas, je n'ai pas lu toutes les mesures que Donald Trump a annulées, mais je pense que celle-là ne l'a pas encore fait. Parce que ça, c'est quand même une mesure importante. Et puis, par ailleurs, au niveau de la gouvernance économique, c'est tout ce qui est réglementation environnementale. Ça peut être le prix sur le carbone, d'ici peu, qui va couvrir environ 75% de l'économie, quand il y aura le TS2 qui arrivera. Mais également toutes sortes de réglementations qui font que, par exemple, pour favoriser l'économie circulaire, des standards, on corrige le marché alors. On corrige le marché. Pas des subsides, c'est corriger en fait ce qui crée le plus de valeur ajoutée sur plusieurs plans. C'est ça, si je reformule. Hein. Le prix sur le carbone, c'est corriger le marché carrément, puisqu'il y a une externalité. Les réglementations, c'est une autre façon de... le marché, en fait, on met un prix et puis les gens choisissent. Réglementation, c'est un peu plutôt top-down, c'est-à-dire vous pouvez plus avoir ces prises de téléphone qui sont différentes pour chaque marque. Maintenant, c'est USB-C et voilà. Et ça évitera aux gens d'avoir, je ne sais pas combien de câbles vous avez chez vous, mais moi j'en ai beaucoup, d'avoir tous ces câbles qui en fait ont nécessité des matières premières. Donc ça, c'est là qu'on voit qu'il y a des modes d'intervention dans l'économie, soit plutôt ce qu'on appelle market based, on met un prix et puis on laisse les gens décider, ou soit on met en place des standards, des normes, des interdictions, des obligations, l'obligation de mettre du renouvelable dans les nouveaux bâtiments, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que, et par ce choix-là, c'est une façon aussi d'atteindre d'autres objectifs, ou en tout cas d'équilibrer avec d'autres objectifs, parce qu'on a beaucoup parlé du marché et de son efficience, mais il y a les questions de redistribution, les questions d'acceptabilité sociale, enfin voilà, il y a quand même pas mal d'autres enjeux qui ne sont pas uniquement l'efficience. Oui, parce que quand je vous entends, effectivement, ça a l'air, je ne vais pas dire simple, mais la réponse, elle est devant nous, au final. Ce qui est compliqué, c'est l'acceptabilité de ce qu'on doit faire. Pas évident. Donc, c'est pas facile. Hein, mais... donc, si on parle du sujet, qui est quand même l'éléphant au milieu de la pièce, donc, cette transition climatique qui nous regarde et on voit les effets, y compris dans les inondations, etc. Qui questionne le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que le capitalisme? Bon, pour tout économiste, va dire, mais non, c'est un marché, c'est une défaillance de marché, ça ne remet pas en cause forcément le système, il faut simplement remédier à la défaillance de marché.
The Tragedy of the Commons, il y avait un exemple qui existait, c'est souvent ce que j'ai étudié sur les bancs de l'école Solvay, il y a peut-être d'autres exemples, mais donc pendant tout un temps, il était évident que la nature était pour tout le monde. C'est comme l'air pur, c'était pour tout le monde. Et donc si vous aviez du bétail, vous allez pouvoir aller sur n'importe quel champ, mais à un moment donné, il y avait trop de bétail qui utilisait trop les champs, et pour finir, il y avait un épuisement des ressources, de ce genre de ressources. On a eu le même problème au niveau de la pêche. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'un et pour l'autre? Au niveau de la pêche, il y a des quotas de pêche qui sont organisés au niveau mondial et certainement au niveau européen, surtout, et là ils fonctionnent plus ou moins bien. Et ce qu'on a décidé ensuite pour pouvoir régler le problème de votre bétail que vous allez faire manger un peu partout, eh bien, on a simplement privatisé le sol. On a dit maintenant, c'est une zone privée, ça vous appartient à vous, vous mettez un barbelé, et du coup, ça va devenir un capital, donc on a créé du coup un capital, et vous avez intérêt à bien maintenir votre capital. Donc, c'est toujours des problèmes, entre guillemets, c'est le même problème, hein. En fait, à la base, simplement, on trouve des solutions qui fonctionnent plus ou moins. Dans le cadre qui nous occupe ici, pour ce qui concerne la transition, la réponse le plus souvent donnée par les économistes, c'est quand même de dire le prix du CO2, ce serait ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est simplement pollueur-payeur. Ce serait encore mieux que des subsides. Là, pour l'instant, il y a un énorme débat avec les États-Unis parce que les États-Unis l'ont fait par les subsides et créent énormément de tensions, ce qui fait crier beaucoup d'industriels européens qui viennent dire mais ça ne va pas, on a aussi besoin de subsides, regardez les milliards qu'ils distribuent. Alors bon, je vous préviens, on n'a pas les milliards. C'est arrêté hier d'ailleurs. Hein. Non ? Ça s'est arrêté hier, les milliards. C'est pas sûr, je suis pas sûr. Il les a arrêtés, oui. Il les a coupés, donc le site web a carrément disparu. Même les incitants du IRA. Le site web est vide. Ça devient... OK, du coup, le débat était un tout petit peu intéressant, mais ce qui était très amusant de voir, à un moment donné, il y avait vraiment des engueulades entre les États-Unis et l'Europe, et j'ai eu la chance de faire partie d'un de ces forums, et où en fait les Américains disaient, mais écoutez, désolé, on sait bien qu'intellectuellement, c'est beaucoup mieux de taxer le CO2 plutôt que de donner des subsides. Parce que le taxer CO2, par cela, vous allez aussi changer les comportements. C'est-à-dire qu'on va choisir de faire plutôt ceci que cela, de partir en train plutôt qu'en avion, ou bien de dire, on change nos comportements pour s'adapter, on diminue le thermostat ou ce genre de choses. Tandis que pour les subsides, ce que ça fait, c'est que ça donne un incitant à tout acteur économique, y compris les entreprises, à pouvoir faire du lobby auprès du gouvernement pour obtenir plus de subsides. C'est quand même une logique très différente. Donc, c'est vraiment pas optimal. Donc, ils étaient le premier à nous dire, désolé, on a essayé, chez nous, c'est complètement invendable une taxe du CO2. Et c'est vrai qu'après les élections qu'on a vues, probablement que les sujets climatiques n'ont pas la même traction que chez nous. Donc, voilà. Et désolé, on a fait ça parce que c'est second best. Donc, c'est souvent intellectuellement vrai. Toutefois, il y a un mais, c'est que si on veut vraiment aller vers net zéro, on va devoir mettre un prix du CO2 qui rend quelque part, qui s'occupe des émissions CO2 les plus chères à éliminer. Donc il y en a qui sont vraiment très difficiles à éliminer. Dans le ciment, bonne chance pour l'éliminer. C'est très compliqué. La série, c'est très compliqué. Il y a une série de choses qui sont très compliquées. Dans les services, ça va plus ou moins. Les data warehouse, ça devient un peu compliqué. Et donc, si on veut mettre un prix du CO2 qui va chercher les choses les plus difficiles à éliminer, ça va être un niveau tellement élevé que pour les choses normales, ça va être prohibitif et ça va mettre par terre l'économie. Donc, il faudra inévitablement un mix de CO2 et de régulation. Mais est-ce qu'on ne part pas du principe que du coup, l'énergie, elle est forcément consommatrice d'énormément de CO2? C'est le cas, mais il y a quand même du renouvelable, du nucléaire qui peuvent aider à baisser ce prix. Donc ici, est-ce qu'on ne réfléchit pas finalement uniquement basé sur des énergies fossiles? Et donc là, peut-être qu'on donne un tout petit peu raison aux technosolutionnistes, mais c'est peut-être un mélange de tout ça aussi, l'avenir. Oui, donc brièvement, bon, d'abord, effectivement, pour l'instant, notre mix, je crois qu'au niveau global, c'est 86, 80, enfin, on est très loin au niveau énergie fossile, et c'est une des sources principales avec l'agriculture des changements climatiques. La révolution énergétique qu'on doit voir, c'est deux choses. C'est une électrification massive, parce que c'est plus facile de décarboner l'énergie via l'électricité. On va avoir beaucoup plus d'électricité, et par contre, la quantité d'énergie qu'on va consommer va diminuer. Pourquoi ? Parce qu'on va être aussi beaucoup plus efficient, etc. Il y a tout ça qui va passer, mais ça, on sait, c'est sur une longueur de temps, un horizon assez long. Je voulais juste, moi, être un peu plus, provoquer un peu Baudouin, parce que
Je trouve que, bon, je suis économiste et c'est vrai que la première chose qu'on dit, ça ne marche pas, donc il y a une défaillance de marché et on peut faire une liste assez longue, c'est très facile d'en trouver, il y en a qui sont évidemment plus importantes que d'autres. Mais je me rappelle avoir relu récemment le rapport du Club de Rome sur halte à la croissance. Et alors, je sais pas s'il y en a un de vous qui l'a lu récemment, c'est assez fascinant, il y a une figure tout au début. Et alors, c'est un graphe, je vais essayer de le décrire comme ceci. Donc, il y a l'axe des X et l'axe des Y. Et puis, vous avez tous des petits points, un peu, c'est un nuage de points. Et l'axe des X, c'est... et donc, chaque point, c'est une personne. Et c'est l'axe des X, c'est l'horizon de temps auquel la personne... dans lequel l'horizon de temps dans lequel la personne réfléchit. Est-ce qu'elle pense à aujourd'hui? Est-ce qu'elle pense au mois prochain? Ou est-ce qu'elle est à 5 ans, 10 ans? L'axe des Y, c'est par rapport aux personnes. Est-ce qu'elle pense à sa communauté? Est-ce qu'elle pense d'abord à sa famille? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est sa communauté? Son pays? Est-ce qu'elle pense au monde entier de ce qui se passe? Et en fait, c'était une façon d'illustrer que indépendamment du système économique dans lequel on est, capitalisme ou pas capitalisme, on est tous humains. On a un horizon assez court, la plupart d'entre nous. On a un horizon donc, temporel assez court, on a un horizon spatial relativement court. Malheureusement, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et que ça, dans toutes les sociétés, parce que le communisme n'était vraiment pas meilleur non plus en durabilité, c'est un problème humain. Et on ne peut pas le qualifier vraiment de défaillance de marché, parce que dans les défaillances de marché, il y a dans les modèles économiques, on a l'homme rationnel, l'homme économique rationnel, l'homo economicus. Et donc, je crois que c'est vraiment là qu'il faut... On peut, si on ne se limite pas à simplement réfléchir aux problèmes en termes de défaillance de marché, qu'on est un peu plus large, on a aussi d'autres questions beaucoup plus larges en termes de gouvernance économique aussi, de réfléchir à comment on peut influencer en fait la façon dont les gens réfléchissent et agissent. Et on peut toujours vous amener dans la façon dont on cadre le problème, dans la façon dont le type de gouvernance dans lequel on vous insère, à réfléchir plus à long terme ou à court terme, à réfléchir plus largement ou pas. Et c'est pour ça que la gouvernance d'entreprise là est particulièrement importante. Je ne veux pas m'empêcher, je suis désolé, Jeanne, mais... On n'est pas d'accord cette fois-ci, non? Non, mais attends, mais je vais prendre ton point et je vais le pousser de manière, je pense, provocatrice. Donc, je me rappelle, voilà, quand j'ai commencé à travailler à la Commission européenne, j'étais en gros dans le think tank de Barroso, et donc on avait des visites. Beaucoup de délégations chinoises. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai appris à connaître le système chinois à l'époque. C'est un système pas vraiment démocratique, ça je pense que tout le monde est au courant, qui ne se veut pas capitaliste, quoique, en fait, il l'est quand même plus ou moins. Tout le système, en fait, est fait et est construit pour se perpétuer dans le temps sur le long terme. Sur le long terme. C'est vraiment un système qui fonctionne comme ça. Et ils ont donc dans le Parti communiste tout un système de sélection, de vérification des gens, d'apprentissage pour que, pour finir, ce soit les meilleurs qui soient en haut, et ces meilleurs, ils ne pensent il faut que la Chine continue dans le système actuel. Donc ils se mettent vraiment dans le long terme par rapport à notre système électoral, où c'est beaucoup plus à court terme, et effectivement, on se retrouve face à cette difficulté. Donc voilà, j'ai pris ton point en le poussant très fort. Donc c'est même pas la gouvernance économique, c'est aussi la gouvernance politique. Hein. C'est l'aspect politique qui est très important, et donc le débat politique est extrêmement important, et là c'est vraiment le moment où nous, en tant que spécialistes techniques, on se tait, et c'est vraiment le débat qui est roi, le débat démocratique qui est roi, y compris par rapport à ce que nous, on peut faire. Donc les choix qu'on veut poser, qu'on est capable de poser par rapport à des questions très difficiles, hein, comme là on l'a dit, hein, est-ce qu'on vise à l'égalité, l'inégalité, et est-ce que notre système du coup économique sert à ça, ou est-ce qu'on vise plutôt à sortir les gens de leur catégorie, à leur permettre d'augmenter de catégorie sociale, est-ce qu'on pense aux générations futures, ou est-ce qu'on pense à tout de suite la fin du mois par rapport à la fin du monde? Donc effectivement, ce sont des questions éminemment politiques, et vous voyez pourquoi on a eu un débat économique, mais qui sert les prémices finalement d'une réflexion qui est éminemment politique. Et donc moi, ce que je note aussi de tout ce que vous avez dit, c'est qu'il y a les défaillances de marché, mais il y a le comportement humain. Et l'exemple que vous avez repris de la Chine est très intéressant, parce que ça veut dire que ça dépend de l'espace qu'on vous laisse, en fait, que le politique ou que votre société vous laisse en tant qu'individu pour soit poser vos choix. Et n'oublions pas que là, ici, on est dans un débat qui est quand même très ethnocentré. Je veux dire, c'est typique
d'Europe occidentale, cette liberté de dire je travaille pas, j'étudie pas. Et si vous allez dans des pays comme les pays même méditerranéens, vous voyez qu'on est beaucoup plus défini par sa tribu, par sa famille, par son origine, par le clan, quelque part. Et il y a justement toute une réflexion anthropologique qui a été faite sur la raison pour laquelle certaines sociétés se développent ou pas. Et c'est la place qu'a l'individu dans ces sociétés qui font qu'il y a un développement plus poussé par rapport à la place de la famille, du milieu social. Donc, merci pour vos contributions. On a appris plein de choses aujourd'hui. Moi qui réfléchis sur ces questions, vous m'avez surpris alors qu'on avait quand même préparé et tout. Donc, merci. Je vous demande vraiment d'applaudir très fortement nos orateurs.